j'ai lancé un appel à l'unité des Congolais. Parce que un autre combat commence, comme je l'ai dit, le combat pour la reconstruction de notre pays. Amen. Que l'heure est à la réconciliation nationale et à la construction de notre pays. Il y a de la place pour tous les Congolais. Nous sommes de retour en direct de l'Académie des Beaux-Arts à Kinshasa avec cette jeunesse, cette diaspora qui est venue à la découverte de la terre-mère. Nous avons vraiment le besoin de comprendre quelles sont leurs impressions, quels sont leurs ressentis et comment ils se sentent par rapport à cette nouvelle expérience qui, à la base, est bien sûr une expérience de retour dans leur pays d'origine pour une reconstruction et une synergie, une connexion avec non seulement la terre des ancêtres, mais aussi avec la population locale. Bonjour les garçons, comment vous allez ? Vous pouvez un peu vous présenter, d'abord comment ça se passe? Présentez-vous d'abord. Moi c'est Darwin Kwanza, 18 ans, il vient de Bruxelles, plus précisément Evert. Bonjour, moi c'est Noël Dembella, étudiant, et moi je suis venu découvrir comment investir dans mon pays. Moi c'est Iron Lufumbo. Voilà, moi je suis venu pour repartir avec une carte d'identité. Parce que j'ai ma carte d'identité belge, vu que j'ai grandi là-bas, j'ai mes repères là-bas, mais ici j'ai pas de repères. Je connais rien. Quel est le ressenti d'un chacun en 2 jours, des premières impressions? Parce qu'en 2 jours, on va dire que c'est plutôt les premières impressions. Au début, c'était dur. C'était très très dur au début. Quand je suis arrivé, et juste le jour après aussi, c'était dur. Au niveau du climat, parce que c'est vraiment pas la même chose. Okay. Et ouais, c'est tout. Moi ça va, moi c'est le climat, je l'ai trouvé bon. Ça a changé un peu de chez nous. Et les habitants, j'ai l'impression qu'ils nous ont un peu vus comme... des gens un peu trop waouh, alors que pas du tout. Et ouais, c'est juste ça. Sinon, on rigole bien. Je trouve que tout le monde nous accueille bien. On est partout où on va, les gens ils parlent avec nous, ils veulent savoir, ils veulent apprendre sur nous comme nous on veut apprendre sur eux. Et je trouve ça qu'on a un pays assez bien social, je trouve. Se retrouver, je me suis senti chez moi. Tu t'es senti chez toi? C'est un sentiment que tu n'as pas en Belgique? Pas tout le temps. Pas tout le temps, pas dans tout. Partout où je vais, je le ressens pas en vérité. Cette sensation ici, tu vois, tu peux marcher bien, tu peux marcher à ton aise, tu te soucies pas trop de ton image. Tandis que quand tu es là-bas, tu dois toujours sortir et calculer ton image, savoir que tu dois être propre, que si tu fais ça, il faut faire attention. Alors qu'ici, voilà. Depuis que je suis là, déjà, moi, j'avais jamais vu le pays. Dès que je suis arrivé, pour moi, c'était vraiment le feu. J'ai vu vraiment... C'était le feu, qu'est-ce que tu entends par c'était le feu? J'ai vu la réalité, parce que moi, je vois que mon pays dans les théâtres, des photos, tu vois, on parle de ça, mais je connaissais rien. Quand j'ai vu comment ça se passait et tout, malgré tout ce qui se passe ici, j'ai aimé, j'ai accroché direct. Donc il y a un sentiment à l'intérieur de toi qui fait que tu aimes cet endroit et que tu te sens chez toi? Moi, j'ai accroché. Pas je me sens chez moi, la vérité, je me sens comme un étranger, je vais pas mentir. Tu te sens comme un étranger? Ouais, parce que... En fait, quand je marche, tout le monde ici sait que j'habite pas ici. Tu vois, ça se voit direct un truc que je suis pas d'ici, tu vois. En Belgique aussi, au début on s'était comme des étrangers, mais on s'est imposé. Ici aussi, il faut apprendre à s'imposer parce que c'est vraiment chez nous. Après seulement 48 heures que vous êtes ici, qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez emmener comme changement à la RDC? Il faut juste que tous les jeunes de notre âge, en tout cas de notre génération, les générations au-dessus, les générations en dessous, il faut qu'on apprenne à investir dans notre pays en vérité, c'est ça. Faut juste ça. Et qu'est-ce que vous entendez par investir dans notre pays? Si tu peux investir sur quelque chose, tu investis, ça peut donner du travail ici, et après ça peut aider au développement aussi. Juste investir dans, peu importe, si même ce soit une boulangerie, ou que ce soit une restauration. Tout ce qu'on connaît de là-bas et qu'il n'y a pas ici, c'est ça qu'il faut investir. Si on peut investir dans l'immobilier, pour investir là-bas, on peut investir ici. Niki, bonjour. Bienvenue sur la plateforme de données MS Boss. Bonjour, merci.
Voilà Niki, tu m'as vraiment intriguée, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de t'inviter sur ma plateforme aujourd'hui, afin de pouvoir t'interroger donc sur ce parcours extraordinaire, ce parcours certainement très courageux. Donc avoir quitté la Belgique, une jeune femme, entrepreneuse, courageuse, qui décide donc de revenir investir tout son acquis intellectuel au bien de son pays, de sa patrie. Voilà Niki, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment, d'abord te présenter premièrement, et par la suite tu nous expliqueras ton parcours. Je m'appelle Niki Mundeke Rossi, j'ai 34 ans. Je suis mère de 2 enfants. Je viens de Bruxelles. Ça fait exactement 1 an et demi que j'habite à Kinshasa. Mon parcours est un parcours assez varié. Je suis allée vivre en Belgique, j'avais 9 ans, plus ou moins 9 ans. Et je viens de rentrer à Kinshasa, ça fait 1 an et demi, j'en ai 34 aujourd'hui. J'ai fait une première tentative en 2010. Non, avant de vous dire comment ça a commencé, il faudrait d'ailleurs que je vous dise ce que je fais dans la vie aujourd'hui. Et puis par la suite, je vous présenterai, je vous dirai comment est-ce que je suis arrivée à vivre au Congo. Je suis corporate advisor chez Rossure Life, qui est une boîte d'assurance. L'assurance au Congo, c'est tout nouveau. Ça fait 2 ans que ça existe et ça fait exactement quelques mois que je travaille chez Rossure. Maintenant, qu'est-ce qui m'a poussée à travailler chez Rossure? Rossure n'est pas ma première expérience au Congo, je veux dire que c'est ma 2e expérience parce que j'ai commencé dans une entreprise qui est une entreprise de gardiennage et de sous-traitance de personnel, un peu comme les intérims que vous connaissez en Belgique, Adecco et tous les autres, pour ne pas les citer. Depuis que je suis au Congo, pourquoi est-ce que j'ai déménagé d'abord? J'ai déménagé pour la simple bonne raison que je voulais rentrer chez moi. Il faut savoir que venir vivre ici, ce n'est pas ma première tentative. J'ai tenté de vivre au Congo en 2010 et je n'ai pas su. C'était vraiment difficile. Vous voyez une petite fille qui est partie assez jeune en Europe, qui revient vivre au Congo. C'était pas facile. Dans un premier temps, j'avais du mal à accepter les gens, j'avais du mal à accepter de vivre ici, j'avais du mal même à accepter la culture congolaise. Pourtant, c'est vrai que quand on est en Belgique, on a une culture qui est notre culture qu'on ramène là-bas, mais on va dire une culture, je ne veux pas dire améliorée parce que le terme serait préjudiciable, une culture diluée, une culture africaine diluée. En rentrant au Congo, c'est une autre culture que je viens voir. C'est clair, mais on s'adapte. La première année, l'adaptation a été très difficile en 2010. Je suis donc rentrée et puis je suis revenue il y a 1 an maintenant, 1 an et demi. Et j'ai commencé par chercher du boulot quand je suis arrivée. Je n'avais rien du tout, je n'avais pas de boulot, on ne m'avait pas promis de venir travailler ici, on ne m'avait rien promis du tout, je ne connaissais personne dans le gouvernement, je n'ai pas été pistonnée, rien du tout. Je me suis jetée dans l'eau, tout simplement. J'ai commencé à travailler, j'organisais le forum de l'emploi et de la formation continue. Je faisais partie des organisateurs, on a organisé le forum de l'emploi et de la formation continue, mais il y a eu le Covid. Donc forcément, j'ai fait toute l'organisation, etc. Mais après, il y a eu le Covid, donc on n'a pas pu continuer, on s'est arrêté en plein milieu. Après, et j'ai gagné 200 $ quand je travaillais là. Vraiment, tu sors de la Belgique. J'avais une bonne expérience en Belgique où j'ai fait mes études, où j'ai travaillé. J'étais chez American Express. Vous imaginez, avec un salaire assez soutenu, une stabilité financière. Mais j'ai accepté de gagner 200 $. Qu'est-ce qui a fait que tu décides du jour au lendemain de prendre tes affaires et de quitter cette Belgique, de quitter ton confort, de quitter ce pays, ton pays d'adoption qui est la Belgique au final? Écoute, j'avais tout simplement envie d'apporter quelque chose à mon pays. Je savais qu'en venant ici, je pouvais entreprendre, qu'il y avait une ouverture qui me permettait à moi de faire valoir mes connaissances. Et je savais qu'en venant ici, même si je ne pouvais pas le faire la première année, je sais qu'avec le temps, j'irai bien plus loin que si je restais en Belgique. Et est-ce qu'aujourd'hui tu regrettes ton choix ou c'est exactement ce qui est en train de se passer? C'est exactement ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, je ne regrette nullement mon choix. Si on me demandait de retourner en Belgique aujourd'hui, je ne le ferais pas. Que j'ai un boulot ici ou que je ne l'ai pas, je ne le ferais pas. Donc malgré que la RDC, le Congo est ton pays d'origine, que tu as quitté à l'âge de 9 ans, c'était un pays qui était totalement inconnu pour toi quand tu es revenu? Tout à fait. Totalement inconnu. C'est clair que j'ai fait des vacances de temps en temps. Je suis venue, à partir de 2010, j'ai commencé à venir tous les 2 ans quand même. Je commençais à connaître un peu le pays, mais ça reste un pays étranger. Ok, Niki, et qu'est-ce que tu peux conseiller aux jeunes femmes de la diaspora qui ont cette envie profonde de revenir, mais qui ont vraiment la peur de revenir? Qu'est-ce que tu peux conseiller? Oser. Vraiment oser entreprendre,
oser se jeter dans l'eau et vous dire dans votre tête que vous pouvez apporter quelque chose au pays. Et en fait, c'est votre devoir même d'apporter quelque chose. Donc ici, vraiment, le courage, c'est le mot-clé, c'est oser, aller dépasser ses peurs, en fait, se surpasser. Ok. Rien ne peut vous arriver de toute façon. Vous essayez une première fois, vous allez peut-être tomber, mais vous vous relevez, vous réessayez encore. Et je suis sûre qu'à la 3e fois, ça ira. Merci beaucoup, Niki. En tout cas, sincèrement, je tiens à te féliciter personnellement. J'admire énormément ton courage. Congolaise d'origine, ayant grandi principalement à Bruxelles, en Belgique, tu reviens ici. Je pense que tu as parlé quand même d'un choc culturel, d'une difficulté d'acceptation de cette culture qui au final est ta culture. C'est le Congo, c'est la République démocratique du Congo. Mais tu viens de la Belgique, tu as embrassé notre culture, tu as adopté notre culture. Tu arrives ici, il y a eu cette difficulté. Est-ce qu'il y a eu des moments de découragement ? Beaucoup, beaucoup. Au tout début, et même cette année encore. Cette année encore, on est peut-être au mois d'avril maintenant, mais je peux te garantir qu'au mois de janvier, j'ai encore eu des moments de découragement. Des moments de découragement qui te donnent des fois l'envie de retourner, de tout lâcher, ou des moments de découragement qui sont finalement un facteur, un leitmotiv, un facteur motivateur à te dire qu'il ne faut pas abandonner. Comment en fait tu conseillerais aux personnes qui ont envie de venir, parce qu'il y a des personnes comme nous qui ne sommes pas encore revenus, mais qui avons la vision, l'envie de revenir, qui avons un peu peur d'être découragés et de retourner finalement en Belgique et d'être vus comme un échec. Quel est le mot, le conseil que tu pourrais donner à cette diaspora qui va arriver, qui arrive de plus en plus ? Comment en fait gérer le découragement ? Comment faire pour ne pas tout abandonner finalement ? Garder le cap, je veux dire. Écoutez, je ne vous demande pas d'embrasser plusieurs choses à la fois, parce qu'une fois qu'on embrasse beaucoup de choses, on est un peu perdu. Ça ne va pas marcher, l'autre ne va pas marcher. Concentrez-vous sur une chose que vous faites. Vous le faites correctement, vous prenez le temps de le faire. Une fois que vous avez acquis, forcément, vous avez de l'expérience, vous avez des connaissances. On est nombreux ici, la diaspora. On est tous là pour se serrer les coudes, pour se soutenir, pour s'accompagner mutuellement. Ici, on est tous une force les uns pour les autres. Voilà, donc une dernière question pour toi, Niki. Quel est selon toi le Congo dans 10 ans ? On est maintenant à l'ère, on est à la génération où on est la génération des revenants. On est la diaspora revenante. On est cette diaspora qui avons envie de construire un Congo plus fort avec ces Congolais qui sont nos frères, que nous avons laissés ici, avec ces membres de notre communauté congolaise qui, eux, ne sont pas de la diaspora, mais qui ont aussi leur savoir, qui ont leur acquis, qui connaissent le pays, qui connaissent la culture et qui donc sont une force pour nous aussi de travailler avec eux. Dans 10 ans, que sera le Congo grâce à cette connexion évolutive ? Écoute, le Congo aujourd'hui, déjà le président de la République, c'est un diaspora. D'accord ? Ça veut tout dire. À partir du moment où on accepte d'avoir un président de la République diaspora, et on espère tous qu'il fera les choses comme on l'attend, donc je pense que l'avenir sera meilleur. L'avenir sera meilleur. Pourquoi ? Politiquement, déjà, il faut savoir que ça fait 2 jours qu'ils ont un nouveau gouvernement, un gouvernement hyper jeune, un gouvernement dont la moyenne d'âge est de 47 ans. Excellent. Ça veut tout dire. Ça veut tout simplement dire que toutes ces personnes qu'on connaissait qui avaient 69 ans, 40 ans, 70 ans, qui travaillaient, qui étaient dans la politique depuis 18 ans à l'ère de Kabila ou qui étaient dans la politique depuis 35 ans à l'ère de Mobutu, aujourd'hui ce ne sont plus les mêmes personnes qui sont dedans. On attend donc une amélioration de la part de ces gens. Ce sont des gens qui ont la plupart ont fait des études à l'étranger, qui sont revenus aussi comme nous autres. Si aujourd'hui, eux, qui sont peut-être revenus il y a 10 ans, arrivent à faire ce qu'ils sont en train de faire maintenant, ça veut dire que nous aussi, dans 10 ans, on fera certainement mieux. Niki, en tout cas, je te remercie. Je tenais sincèrement à te féliciter personnellement. À mon nom et au nom de la plateforme de toute l'audience de Données MS Boss, du public de Données MS Boss, je trouve ça extrêmement courageux et c'est sincère, je ne le dis pas parce qu'il y a les caméras, de ta part, d'avoir pris tes 2 enfants, d'avoir pris ton courage et surtout de redonner tant à ta patrie, à ton pays, avec le sourire en plus. Tu es magnifique, tu es belle. Merci. Merci Dené, merci à toi. En tout cas, bravo et longue vie dans ta plateforme. On t'attend ici. On reçoit un invité très pertinent qui lui aussi est un jeune homme très courageux qui a quitté son confort, si je peux le dire de la manière, en Belgique, un membre de la diaspora congolaise
qui est donc revenu en RDC depuis un certain temps. Et il va, à travers ce documentaire, nous parler de son histoire, de son parcours, de son aventure, des aléas de son aventure, des difficultés, des challenges qu'il a rencontrés. Eric, bonjour. Bonjour, Denis. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci, tout le plaisir est pour moi. Merci Eric. Voilà, écoute, aujourd'hui je te reçois en tant qu'invité très important à mes yeux, très courageux surtout. Est-ce que tu pourrais d'abord te présenter à mon audience, s'il te plaît? Ok, bon, moi c'est Eric Mouloumé. Je suis, comme on dit, de la diaspora. J'ai vécu à Bruxelles pendant toute ma vie, en fait, jusqu'à mes... Enfin, je suis arrivé en Belgique, j'avais 4 ans et je suis resté là jusqu'à l'année passée. Donc, du coup, ça fait maintenant depuis novembre que je suis ici à Kinshasa. Donc, mon domaine à moi, c'est l'informatique. Donc, j'ai fait mes écoles, mes études, tout en Belgique. J'ai eu toute mon expérience professionnelle en Belgique. Et donc, fort de cela, je suis venu au Congo depuis novembre de l'année passée. Je suis revenu la première fois au Congo, c'était en 2015. Besoin de me ressourcer, voir mes origines, aller me ressourcer, voir un peu d'où je viens, qui je suis, connaître mon histoire. Donc en 2015, je suis venu pour la première fois et je suis tombé amoureux du Congo, de ce pays et des valeurs de ce pays aussi. Et du coup, c'est l'année passée que j'ai vraiment décidé de sauter le pas et de venir m'installer. Et donc maintenant, quel est ce déclic? Qu'est-ce qui se passe il y a 6 mois qui fait que tu te dis, j'abandonne tout, tu as un bon profil, tu as fait tes études en Belgique, tu as grandi en Belgique, tu parles un excellent français, j'imagine que tu étais un citoyen bien intégré. Quel était ce déclic? Qu'est-ce qui fait que tu décides en novembre de te dire, je vais rentrer chez moi, malgré tout ce qui s'y passe? Voilà tout. Moi, je me suis assis un jour et j'ai regardé, tout ça c'est le Covid. Pour être honnête avec toi, c'est vraiment le Covid. Le Covid était un peu ton déclic. Exactement, parce que je me suis rendu compte que dès que le Covid a commencé, on a changé énormément de nos habitudes. On ne se dit plus bonjour de la même manière, on ne va plus au travail de la même manière, on reste à la maison mais on travaille encore, on ne va plus faire les courses de la même manière. Toute notre vie change totalement du jour au lendemain. Mais ce qui est incroyable, c'est que quand même on a changé toutes nos habitudes du jour au lendemain, on n'en est pas mort. On n'en est pas mort. On n'a pas perdu notre vie pour autant. On a dû se réadapter. Et je me suis dit, tiens, si on peut faire ça en Belgique à cause du Covid, tout changer, mais on est encore vivant, on arrive encore à se débrouiller, pourquoi je ne pourrais pas changer ma vie aussi du jour au lendemain, aller dans un pays que je connais quand même? Excellente perspective, je suis même choquée. L'angle sous lequel la manière dont tu présentes la chose et l'angle sous lequel tu as pris la chose, c'est juste merveilleux. Je ne t'interromps pas, continue. Voilà. Donc c'est sous base de ce déclic, je me dis, tiens, ma vie va pas non plus, je vais pas mourir et ma vie va pas non plus être une catastrophe parce que j'ai changé juste de mode de vie. Donc il faudra s'adapter. Ça sera peut-être dur au début, mais on va survivre, on va y arriver. Et c'est comme ça que j'ai pris mes affaires. Bien entendu, au début, j'ai continué à travailler à distance ici, mais pour la Belgique, j'ai continué à travailler en téléworking avec les autorisations de mon employeur, bien sûr. Et donc, mais j'ai juste décidé, après le Covid, je vais changer ma vie et je suis sûr que je ne vais pas en mourir. Il y aura mieux, il y aura sûrement quelque chose de meilleur. J'ai eu l'occasion de voyager. Bon, bien sûr, quand on a la possibilité de grandir en Belgique, on a des documents, on peut voyager, partir un peu, voir le monde. J'ai eu la possibilité de faire tout ça, mais mon cœur, depuis 2015, battait pour mon pays. Pourquoi? Parce que je me suis dit, j'ai tellement reçu en Belgique, la formation, tout ce qu'il fallait, l'expérience. Il y a quand même une reconnaissance envers la Belgique. Exact. Ah oui, non. Je ne serais pas l'homme que je suis sans la formation que la Belgique m'a permis d'avoir. Ça, il faut se le dire. Elle a payé mes études, elle a financé mes études, parce que je suis au CPS, tout ce que vous voulez. Donc elle a financé mes études. La Belgique a cru en moi, en mon profil, en moi. Et elle m'a donné l'occasion de grandir et d'atteindre ce que j'ai pu atteindre. Donc du coup... Voilà. Excuse-moi, et est-ce que tu ne te sens pas ingrat?
la Belgique te donne tout et finalement tu donnes tout au Congo. Est-ce que tu ne penses pas que c'est à la Belgique que tu devrais rembourser cette dette? Je ne desserre pas la Belgique parce qu'après mes études, j'ai quand même travaillé beaucoup en Belgique et ce pendant des années. Et je pense qu'au contraire, non. Je pense que la Belgique, ça serait un rayonnement de la Belgique aussi à l'extérieur de la Belgique. Je peux dire que non. Moi, je suis un pur produit de la Belgique, formé et grandi en Belgique. Et fort de cette expérience, de cette éducation, de cette formation, je viens et je pense que c'est aussi une façon de faire rayonner la Belgique à l'extérieur. Pourquoi pas? C'est une excellente réponse, j'aime beaucoup. Et alors, du coup, tu arrives ici, c'est à quelle date que tu as atterri? J'atterris ici le 15 novembre 2020. Donc le 15 novembre 2020, tu atterris à Djili, à l'aéroport de Kinshasa. Il fait chaud, cette chaleur qui t'accueille sur le tarmac, les klaxons dans la rue, ce décor qui est totalement différent. Il fait sombre, parce que j'imagine que tu atterris avec le vol du soir. Il fait sombre. Tu sors de l'aéroport, tu es chez toi, mais avec un état d'esprit totalement différent. Tu reviens désormais pour redonner à ton pays, pour redonner à ta communauté, déterminée contre vents et marées à gagner ce combat. Où en es-tu aujourd'hui? Voilà. Aujourd'hui, ce que j'aime beaucoup au Congo, c'est un pays d'opportunités, mais incroyable. Parce que, vous voyez, quand vous allez à un endroit où tout est déjà prêt, tout est déjà construit, vous n'avez pas l'impression que vous allez amener quelque chose. Ici, vous arrivez, il y a des besoins dans tous les domaines. Tout est à faire. Tout est à faire. Et quand on a un esprit d'entrepreneur comme moi, qui a envie de créer, qui a envie de donner, qui a envie de faire grandir les choses, d'apprendre aux gens, mais moi je suis sur un super grand terrain là, je m'amuse. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis, tiens, il y a beaucoup de choses à faire et j'ai des choses à donner, donc génial, je vais... Voilà, je suis au terrain où je peux justement mettre tout ça en pratique et en lumière. Et alors finalement, parle-nous de ton rapport avec ces locaux. Comment est-ce qu'ils t'ont bien accueilli ou parce que mes enquêtes, mes recherches m'ont fait entendre que malheureusement, il y a aussi ce rapport de compétition entre les locaux qui nous en veulent un peu parce que nous, on a eu l'occasion de partir. Ils se disent, vous êtes partis, vous avez eu l'avion en rose et maintenant vous venez prendre notre travail. Vous venez prendre les meilleures places, encore une fois, en RDC. Et puis, donc, qui fait qu'il y a un sentiment en eux d'amertume qui fait qu'ils ne veulent pas vraiment nous embrasser, ils ne veulent pas vraiment être avec nous. Est-ce que c'est le sentiment que tu as ressenti ou tu as été plutôt bien accueilli? Je ne sais pas si je suis un privilégié ou quelqu'un qui a beaucoup de grâce, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, mon expérience avec eux, c'est qu'on m'a tout de suite ouvert les bras parce qu'ils ont dit, j'ai quelque chose qu'eux, ils n'ont pas. Et ils sont prêts à apprendre cela. C'est ce que moi j'ai eu comme retour. Il n'y a pas eu de compétition ou de... Non. Et j'ai aussi... La chose aussi, c'est que je leur ai montré qu'on est égaux. C'est pas parce que je connais tel domaine que je suis meilleur que vous, ou c'est pas parce que vous connaissez telle autre chose que vous êtes meilleur que moi. Non. On est au même niveau et on partage juste... Un rapport d'égalité et de partage. Voilà. Il ne faut pas venir avec l'idée, justement, ou montrer aux gens l'idée qu'on est supérieur parce qu'on était en Europe. Non, on n'est pas supérieur parce qu'on était en Europe. On a juste eu d'autres opportunités, d'autres occasions. Il faut montrer aux personnes qu'on est ensemble, on est au même niveau. C'est juste un partage des connaissances. C'est ce que moi, j'ai voulu leur inculquer. Et depuis ce jour-là, les rapports vont très, très bien. Est-ce qu'il y a des moments de découragement, des moments où tu te dis, je lâche tout, je m'en vais, la Belgique me manque, mon confort me manque? Bien entendu, surtout quand on a passé une trentaine d'années comme moi, avoir le courant qui part, alors qu'on doit remettre... Des coupures d'électricité. Voilà, des coupures de... Voilà. Avant, on s'arrêtait, maintenant, on continue. Voilà, avoir des coupures d'électricité, avoir des difficultés de transport, rester dans des bouchons pendant des heures, ne pas savoir honorer ces heures de rendez-vous, par exemple, parce que contre notre volonté, vous rentrez dans des bouchons, c'est suite aux embouteillages, il y a plein de choses. Mais encore une fois, les challenges qu'on a ici, en Belgique, on en a d'autres avec d'autres formes. Donc, on va dire que les challenges dans la vie, il y en a partout. Tout ça, c'est juste une question d'habitude, je pense.
le corps humain où la personne est juste... Surtout la vision est plus grande. Exactement, ouais. La vision est plus grande que les challenges. Voilà. Et donc on s'accroche à cette vision qui est plus grande. Totalement, tu as vraiment résumé. C'est-à-dire que quand on a un projet, une vision bien définie, ben, tout cela devient un peu minime parce qu'on reste focalisé sur ce qu'on veut apporter à ce pays. Et voilà, et tout ce que non seulement on veut apporter, mais ce pays a aussi énormément à nous apporter. Ça, il ne faut quand même pas ne pas le dire. Il ne faut pas le négliger, effectivement. Du coup, quel est ton message, quel est ton mot pour cette diaspora qui a envie de revenir mais qui a peur? Il faut s'avouer qu'il y a un élément de peur, on est humain. Il y a la peur du challenge, il y a la peur de l'inconnu, il y a la peur de l'échec. Quel est ton message? Parce que toi, tu l'as fait, tu es en plein dedans. Qu'est-ce que tu donnes comme conseil à cette diaspora qui te suit aujourd'hui? Le challenge que nous, on a, je pense, moi, je parle de mon expérience, c'est qu'on vient d'un environnement où tout est conditionné. Et quel est ton conseil maintenant? Qu'est-ce que tu leur dirais? Voilà, donc comme on est trop habitué à un certain confort, c'est vrai que c'est difficile de se défaire de cela. Mais moi, je dis que c'est juste possible. Alors, pour pouvoir arriver à passer au-dessus de toutes ces peurs et toute cette habitude qu'on perd, tout ce confort qu'on perd, pensez à chaque fois à votre objectif final. C'est ça qui va vous permettre de tenir longtemps, de supporter certaines difficultés. Parce que pour certains, je vous conseillerais peut-être de venir de temps en temps et faire des allers-retours. Ça aussi, c'est une bonne chose. Mais au bout d'un moment, il faut juste faire, comme je vous ai donné l'exemple du Covid, c'est qu'au bout d'un moment, il faut juste oser. Et je vous assure, vous n'allez pas en mourir. Au contraire, vous allez même vous découvrir des capacités de supporter certaines choses que vous étiez même incapable d'imaginer avant cela. Et vraiment, oser. Le maître mot, c'est vraiment se lancer, oser. Bien entendu, en étant conscient des difficultés, en étant conscient des challenges, oser après, parce que ça ne va pas vous tuer. Au contraire, ça va vous rendre vraiment beaucoup plus fort et meilleur encore, je vous assure. Alors, ce que j'adore ici, c'est que Eric revient avec le même mot-clé que Niki, qu'on a interviewé juste avant, nous a donné. Je lui ai demandé quel était le mot de la fin, le conseil clé, et elle a dit il faut oser, il faut jeter à l'eau. Donc le mot ici, c'est vraiment de pouvoir oser. Oser pour notre pays, oser pour un Congo plus grand, oser pour un Congo plus fort, plus puissant. Ensemble, osons. Eric, où est-ce que tu vois le Congo dans les 10 prochaines années? Avec une diaspora revenante qui travaille en connexion avec les locaux. Quelle est ta vision pour le Congo dans les 10 prochaines années? C'est peut-être trop optimiste, je ne sais pas. On n'est jamais trop optimiste. Voilà, ou trop rêveur. Mais moi, que je vois en tout cas ce pays avec le retour comme ça de la diaspora et tout, je vois ce pays la première nation du monde parce qu'on a tout pour l'être en fait. Le Wakanda. Vraiment, on a vraiment tout pour l'être. Ce pays a tout ce qu'il faut. Donc je la vois vraiment la première nation du monde. C'est peut-être optimiste, mais on a tellement les capacités que c'est possible. On peut y croire, on peut être optimiste, vraiment. Restez connectés pour plus de témoignages. Et surtout, n'oubliez pas, le mot-clé ici aujourd'hui, c'est d'oser. À bientôt. Donc je m'appelle Gaëlle Chibassou, j'ai 25 ans. Je vis à Kinshasa. Et je n'ai jamais vraiment quitté Kinshasa, que ce soit pour des études ou des voyages de longue durée. Non, jamais vraiment. Donc j'ai vécu toute ma vie ici. Je suis peut-être partie rapidement en tourisme, peut-être à Dubaï ou au Congo-Brazza ou encore en Afrique du Sud. Mais sinon, je n'ai jamais vraiment quitté la RDC ni Kinshasa. Pour mon petit parcours, je pourrais dire que donc, mon école primaire, enfin maternelle, primaire, secondaire, je les ai fait à 2 écoles ici. C'était l'école Les Bambous qui n'existe plus aujourd'hui, complexe scolaire Les Bambous. Et mon école secondaire, je l'ai fait au complexe scolaire Nyota. Donc j'ai terminé là-bas. Ensuite, je suis allée à l'Université catholique du Congo pour faire mes études supérieures en communication sociale. Et donc option, c'était communication socio-éducative et stratégique. Donc entre-temps, à côté de ça, pour rejoindre les Debout, ce que je faisais, c'est que je m'étais auto-formée au métier de make-up artiste. Donc j'avais ma petite clientèle, ça m'aidait quand même à avoir mon petit argent de poche. Pouvoir me payer ma glace toute seule ou partir en balade, donc ça m'a bien aidée. Et juste après, j'ai réussi à trouver un travail, on va dire un travail, comment on dit déjà, classique, donc employé quelque part par un ami que je connais qui est un entrepreneur, et son projet avait l'air hyper bien. Et du coup, j'ai commencé un stage là-bas, ça a bien fonctionné, et puis maintenant j'y travaille en tant qu'account manager. Merci beaucoup Gaëlle, parcours très intéressant. Alors là, je voudrais quand même m'adresser à l'audience. Je trouve que, excuse-moi, c'est très cliché, mais c'était quand même important de le dire. Je trouve que tu t'exprimes extrêmement bien.
Et j'adore le fait que tu aies insisté sur le fait que tu as fait tout ton parcours scolaire ici en RDC. Parce que très souvent, malheureusement, il y a ce cliché qui est totalement faux, clairement, tu en es la preuve vivante, où les gens ont tendance à penser que parce que tu as suivi un parcours scolaire en RDC, tu as des lacunes peut-être linguistiques en français, qui au final n'est pas notre langue, n'est pas notre langue maternelle à nous, peuple congolais. Donc tu t'exprimes hyper bien et tu es très éloquente. C'était important de le dire. Merci beaucoup. Je ne peux pas mentir non plus que c'est quelque chose qui m'a assez facilité la vie ici dans le milieu professionnel parce que, bien sûr, ce cliché existe aussi ici. Quand on maîtrise un peu l'accent ou on a l'impression qu'on n'est pas, enfin, on n'est pas d'ici, ben, certaines personnes vous prennent mieux au sérieux. C'est une réalité dont je ne suis pas fière forcément, mais c'est une réalité. C'est une réalité ici en RDC. Pour rentrer dans le vif du sujet, voilà, donc je t'ai un peu expliqué la raison pour laquelle je t'avais invité ici. On est dans l'ère du temps où nos parents, il y a quelques années, dans les années 80, entre les années 60 et les années 80, là, beaucoup de Congolais, nos parents, la génération de nos parents, ont quitté les RDC en allant à la quête d'une meilleure vie en Europe. En disant qu'en Europe, en étant en Europe, une meilleure vie s'offrirait à eux et à leur famille. Quelques années plus tard, une trentaine d'années plus tard, on retrouve une génération changeante, une génération revenante, une diaspora qui veut revenir, qui est déterminée à revenir en Afrique. Selon toi, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est un vrai sujet d'actualité en ce moment. Et on parle aussi souvent de ce type de sujet-là. Qu'en est-il de ce qui se passe de nos frères afrodescendants qui sont ailleurs et qui en ce moment se battent pour leur survie et qui pensent revenir ici parce qu'il y a la vie ici. En fait, c'est où il y a l'opportunité de créer quelque chose Bien sûr. qui a été fait. Donc, et je donnerai mon point de vue. Moi, je suis complètement pour parce que c'est chez vous, en fait. Enfin, c'est chez vous. Donc, même si vous n'êtes pas né ici, ce sont vos racines. Donc, n'ayez pas honte de revenir reprendre ce qui vous appartient. Après, je sais qu'il y a eu des craintes, enfin on en a discuté de craintes comme, oui, on a généralement observé des différences de traitement entre un local et comment je dirais, un diasporan. Je ne sais pas si le diasporan se dit, mais en tout cas je vais l'utiliser là. C'est ça. On comprend, voilà, heureusement. Et cette différence de traitement est une réalité qui existe ici. Donc on le voit. Quand tu as quelqu'un qui a travaillé, enfin qui a étudié, qui a travaillé, qui a grandi ici, qui postule pour un poste, et que tu as quelqu'un d'autre qui est revenu de Bruxelles, France ou Italie ou je ne sais pas, donc qui revient et postule pour le même poste, eh bien le diasporan sera beaucoup plus valorisé que le local. Et généralement, c'est ce qui se passe. Bon, on peut comprendre aussi, c'est par rapport aux différents contextes qui gravitent autour du diasporan. Les études peut-être un peu prises au sérieux parce que c'est fait ailleurs. Le cadre de vie dans lequel cette personne a évolué. Les privilèges à laquelle ce type de personne était habitué. Donc ce sont des éléments qui sont pris en compte généralement. Et moi aussi, j'ai pu observer ce type de comportement généralement dans les entreprises. Donc il y a... Excuse-moi de t'interrompre, il y a clairement une discrimination entre le membre qui revient de la diaspora et la personne qui est locale, même si leurs aptitudes sont égales. Oui, cette discrimination existe. Et généralement, on observera que si le local est pris, c'est parce que le diasporan était trop exigeant en termes de salaire, par exemple. Okay. Et généralement, c'est là que ça bloque et qu'on choisit le local par défaut. Okay. Mais c'est ça qu'on observe généralement. Et donc, c'est ça la crainte, en fait, qui existe dans une communauté ou dans une autre, de se dire, en fait, finalement, s'ils reviennent, et c'est ce qu'on espère, enfin, c'est ce qu'une partie de la population espère quand même, c'est le retour des enfants du pays, tu vois. Okay. Mais s'ils viennent prendre nos postes, du coup, ça se passe comment? Tu vois, donc pour eux, cette diaspora revient et ils vont nous prendre nos postes, en fait. Ça peut être ça aussi, tu vois. Et c'est une crainte qui est totalement justifiée. C'est une crainte qui est justifiée parce que c'est quelque chose qui est observé ici. Mais après, je pense que c'est quelque chose sur lequel c'est une problématique qu'on devrait voir arriver et essayer de s'asseoir sur une table et se dire, bon, comment ça va se passer? Est-ce qu'on veut arriver à ce type de discrimination et faire une scission entre locaux et diasporans parce que ça risque d'arriver, vu que c'est une réalité, ou il faut qu'on en parle le plus rapidement possible pour essayer de dégager les pistes de solutions déjà. Faire une table ronde peut-être. C'est ça. Et alors, selon toi, vu que tu
tu es entouré de personnes aussi qui vivent ici. Les personnes qui se disent contre le retour de la diaspora, mis à part le facteur que tu as exposé, où tu as expliqué que c'est aussi la crainte que les emplois soient pris. Mis à part ce facteur-là, quelle est leur crainte? Pourquoi? Parce que j'ai cru ressentir suite à mon enquête, suite à mon documentaire que je suis en train de monter, aux personnes que j'ai pu rencontrer, qu'il y a aussi pas mal de personnes qui sont contre. Il y a comme un élément, une énergie de haine. Est-ce que c'est juste dû par rapport au facteur de l'emploi ou il y a d'autres éléments? Alors, je pense quand même que pour avoir été de ce côté-là aussi, avant de rencontrer mon meilleur ami, je pourrais donner... À une époque, tu étais contre? Oui, à une époque, j'étais... Oui, parce que j'avais pas eu cette expérience-là. Je me disais, mais non, je veux pas accepter d'avoir vécu ce que j'ai vécu pour que quand je me retrouve devant un poste avec un diasporan, ce soit le diasporan qui... Mais quand tu dis vécu ce que tu as vécu, sans vouloir rentrer dans ta vie privée, bien sûr, parce que j'ai entendu beaucoup de personnes qui m'ont donné ça. Non, ça a été trop dur, je me suis trop battue. Ouais. J'ai vécu ce que j'ai vécu. C'est pas un diasporan qui va venir maintenant bénéficier de la gloire. Qu'est-ce que ça comprend? Puisque moi, étant membre de la diaspora, je ne comprends pas en fait. J'ai vécu ce que j'ai vécu. C'est quoi ce mystère? Alors ce mystère, je peux dire, c'est la recherche de la vie tous les jours en fait. Vivre à Kinshasa ici. En fait, mon expérience de vie n'est limitée qu'à Kinshasa. Je ne peux pas dire en dehors de Kinshasa ce que c'est exactement. Donc, toute ma vie, j'ai vécu à Kinshasa. Et la vie à Kinshasa, en fait, quand tu as un certain niveau de vie, parce que mes parents n'étaient pas riches, tu vois. Donc, il n'y a pas d'aide de l'État qu'on donne comme ça pour les personnes. Voilà, une sécurité sociale, il n'y en a pas. Donc ici, c'est vraiment construis ta vie, quoi. Prends ta pelle, commence à creuser, fais ton truc. Si tu creuses pas, tu n'auras rien, tu vas mourir de faim. En fait, c'est vraiment le contexte dans lequel la majorité des Congolais locaux ici ont grandi. Ceux en tout cas qui sont en deçà d'un certain niveau social. Okay. Et mes parents faisaient partie de cette classe-là. Donc en fait, quand on grandissait, mes frères et sœurs et moi, le quotidien, c'était pas de courant. On mangeait, bien sûr. On a eu la chance de manger parce que mes parents, c'était des guerriers. Mais il y avait des jours où on mangeait que le pain, margarine et thé. Tu vois, okay. C'était pas toujours facile. Ou juste riz, etc. Même si je sais qu'aujourd'hui, on crache dessus et tout ça. Mais voilà, il y avait des périodes où c'était vraiment, vraiment chaud, quoi, de joindre les deux bouts. Surtout quand t'as plein de petits à nourrir. Et le papa se cherche, maman a trouvé un travail, mais il faut continuer, il faut se battre et tout ça. Tu vois, c'est un contexte qui n'était pas facile. Tu vois, donc après, je n'ai pas vécu en France, ni en Belgique, ni même en dehors de la RDC où il y avait une sécurité sociale. Et je ne sais pas exactement quelles sont les réalités là-bas. Et je suis sûre qu'il y a des difficultés là-bas. Mais je dirais aussi que les difficultés d'ici, c'est pas facile. Et surtout que ce sont des difficultés liées au pays dans lequel on habite. Et c'est notre pays, donc c'est une identité qui est la nôtre. Okay. Et cette souffrance devient une identité, en fait. Okay. C'est pas genre un autre pays, je suis là, c'est une difficulté qui existe, mais c'est pas mon pays. Mais là, pour moi, je le concevais comme, c'est mon pays, c'est la souffrance qui émane de mon pays, c'est ma souffrance. Tu vois, donc je creuse pour construire ma vie, mais ça reste ton identité. C'est ça reste mon identité, ça fait partie de moi. Okay. Et c'est ça c'est ça que je veux dire quand je dis que j'ai vécu ce que j'ai vécu, en fait. Et donc par rapport à ça, tu te dis ça a été trop dur que pour que quelqu'un qui selon vous, je dis vous, je parle donc de la communauté locale, selon vous, quelqu'un qui a eu une vie un peu plus paisible, un peu moins difficile, vienne et finalement, comme j'ai entendu, vienne et le boulot qui m'était destiné, ou alors que la gloire lui appartienne au final, c'est ça? C'est ça la crainte, en fait. C'est exactement ça. Alors moi, je m'adresse vraiment à vous pour vous dire, soyez ouverts au changement, parce qu'il est inévitable. C'est leur pays, ils vont revenir. La seule solution, c'est le dialogue. Il faut qu'on se pose, il faut qu'on leur dise notre réalité, il faut qu'on arrive à comprendre leur réalité à eux, mais on ne peut pas leur interdire de revenir parce que c'est leur pays. Donc moi, ce que je dirais, c'est soyons comme on a toujours été, en fait. On n'est pas cons, mais on a un grand cœur. On a toujours été un peuple qui a un grand cœur. Et ça, vous le savez mieux que moi.
Parce que moi j'ai que 25 ans, mais vous, là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont restées ici avec cette rancœur de ces personnes qui sont parties profiter d'un système qui était beaucoup plus facile en laissant ce pays presque à l'abandon. Mais chacun a vécu les réalités qu'ils ont vécues. Les personnes qui ont fait les choix qu'ils ont faits, c'était suite à leur réalité. Nous qui sommes restés, c'était suite à nos réalités aussi. Moi, je pense qu'il faut... De toute façon, à un moment, il faudra faire du cas par cas. De toute façon. Mais moi, je pense que globalement, la solution, elle est dans le dialogue. La solution, elle est dans l'acceptation de nos frères. Parce que de toute façon, on ne construira pas ce pays tout seul. On a besoin de l'aide de tous ceux qui ont la volonté, les bras et la sincérité de construire ce pays. Tant qu'ils ont de la volonté, moi, je leur ouvre mes bras. Parce que ce sont mes frères de sang, ce sont mes frères citoyens. Après, ce que je dirais à ceux qui sont partis et qui veulent revenir, écoutez, c'est votre pays. Venez juste avec de la volonté, de la sincérité et les bras pour construire ce pays. Soyez ouverts au dialogue, cassez les préjugés. Surtout les préjugés. Là, je vais vraiment insister là-dessus. Les préjugés, il faut casser ça. Parce que c'est ça aussi qui stresse les locaux. Soyez ouverts à la découverte. C'est votre pays, soyez ouverts à le redécouvrir si vous ne l'avez jamais découvert. Mais soyez ouverts au dialogue aussi. Donc je pense que moi, la solution, c'est le dialogue. Où est-ce que tu vois le Congo dans 10 ans? Je parle du Congo. Je te parle donc aujourd'hui, on est à l'ère du temps où la diaspora revient. Et pour les locaux, la communauté locale accueille cette diaspora pour travailler avec elle. Pour certains, non, mais bon, voilà. C'est ce qui est en train de se passer. Une diaspora revenante, une communauté locale accueillante, c'est-à-dire un Congo qui travaille ensemble. Si ce Congo-là se réalise, où est-ce que sera le Congo dans 10 ans selon toi? Alors, dans 10 ans, enfin, c'est loin, mais je vais essayer d'estimer. Je pense que le Congo dans 10 ans, ça va être badass quand même. Si ça se passe comme ça va être badass. Okay. Oui, je vais dire ça comme ça. En fait, ouais, je vais dire ça comme ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de potentialité ici. Okay. Le Congo est un pays, je répéterai ce que mes profs de géographie disaient, un scandale géographique. Ce pays, je vous dis pas, moi personnellement, je suis confinée à Kinshasa. Mais mon pays, si je pouvais commencer à faire le tour on me donne des billets gratuits pour faire des voyages en avion, je ferais d'abord le tour du Congo. Parce qu'on a un pays magnifique. Ça, mes frères, mes sœurs, quand vous allez revenir, première chose, faites le tour du Congo si vous pouvez. Faites quelques villes du Congo, allez au Kivu, allez à Ntsélé. C'est un pays magnifique, à un potentiel énorme. Et si, en plus de ça, on met nos forces ensemble pour construire le Congo de demain, mais ça va être une bombe. On risque d'être même le pays le plus, le pays le plus riche du monde, le pays le plus... je veux dire, au niveau des richesses naturelles, on est déjà le pays le plus riche du monde pour moi. Mais c'est factuel. On est le pays le plus riche du monde. On est le pays le plus riche du monde. Au niveau des ressources naturelles, c'est factuel, nous sommes le pays le plus riche du monde. Merci. Merci. Maintenant, au niveau de la ressource humaine, franchement, c'est comme je vous dis, si on met nos mains ensemble, les États-Unis, ça va être rien du tout. Je suis désolée, ça va être vraiment de... C'est pas osé? J'ai osé. Tout est dit. Les États-Unis, ça va être rien du tout, vraiment. Parce que l'avenir, c'est en Afrique. Ça, tout le monde le sait maintenant. Je crois que tout le monde le sait, on ne peut plus le redire. L'avenir, c'est en Afrique. Donc, je ne sais pas si je peux rajouter autre chose par rapport à ce que j'ai dit. Écoute, je pense que tout est dit. Si tu penses t'avoir dit, c'est que tout est dit. Ouais, tout est dit. Voilà, je pense que Gail a terminé vraiment sur une très belle conclusion. Sa conclusion, c'était vraiment donc n'hésitons pas à revenir, laissons les préjugés derrière nous, soyons ouverts au dialogue. Elle a parlé qui, éventuellement, au fil des 10 années, serait l'une des premières puissances mondiales. Elle l'a dit sous forme de « on va dépasser les États-Unis », qui fait partie des puissances mondiales actuelles. Donc il y a vraiment un espoir positif ici pour le Congo de demain. Et ce qui m'étonne ici, c'est que hier, j'ai interviewé un jeune homme que tu verras dans mon documentaire, dont le nom est Éric Mouloumé, et qui m'a dit que pour lui, le Congo, dans 10 ans, si on travaille ensemble, sera l'une des premières puissances mondiales. Ça veut dire que des personnes qui ne se connaissent pas ont la même vision pour le Congo dans 10 ans. Un Congo uni, un Congo plus fort. Travaillons ensemble, dialoguons ensemble, échangeons ensemble et changeons ensemble. C'était Gail qui m'a honorée aujourd'hui sur le plateau de Donei MS Boss. N'hésitez pas à la suivre. Elle est resplendissante et elle a tellement à donner. Restez connectés,
c'est ici que ça se passe. À bientôt. Me revoilà de retour de la RDC, où, tout comme vous avez découvert au travers de ce documentaire des intervenants qui sont pertinents, qui sont déterminés, qui sont ambitieux, qui sont courageux. Moi, j'ai pu rencontrer ces intervenants. Sincèrement, qu'est-ce qu'on conclut? Je conclus une chose. Je conclus que la RDC, actuellement, a une classe économique qui est extrêmement aisée, qui est riche, et puis une classe économique qui est des plus pauvres et qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins, même les plus primaires. Et sincèrement, ces intervenants que vous avez découverts au travers de mon documentaire sont à féliciter. Ils ont quitté leur famille, leurs amis, leur confort et tout ce que l'Europe a pu leur offrir afin de retrousser leurs manches et de retourner au sein de leur pays local, leur pays natal pour certains, pour reconstruire ce pays. Car ils ont pris conscience que l'RDC avait besoin de nous. Pourquoi l'RDC a-t-elle besoin de nous? C'est simple. La RDC, comme j'ai mentionné, a 2 classes économiques, mais il lui manque une classe moyenne pour stabiliser l'économie locale. Alors qu'avons-nous à faire? Chers téléspectateurs, je vous conseille désormais de commencer à prendre votre courage à deux mains, prendre conscience que l'Afrique a besoin de nous. Elle a besoin de notre savoir intellectuel, elle a besoin de notre rapport en affaires. Alors pour ceux qui sont des entrepreneurs, c'est simple, retournons en Afrique. Retournez en RDC si vous êtes de la RDC et commencez à ouvrir des business, à y faire vos affaires et engager la population locale qui, elle, a la connaissance du terrain. Pour ceux qui sont des employés, vous aussi, vous êtes invités à retourner en RDC et à apporter votre savoir intellectuel. Car les sociétés locales ont besoin de vous et de ce savoir que vous avez acquis ici pour se développer et aller de plus loin et de l'avance. Ici, ce qu'il nous faut maintenant, nous, en tant que membres de la diaspora, se serrer les coudes et sincèrement, retroussons nos manches et ensemble, allons reconstruire ce continent qui sont nos terres-mères, qui est notre terre-mère, ce continent et ces pays d'Afrique qui sont nos pays natals. L'Afrique a besoin de nous. L'Afrique est en pleine croissance. L'économie africaine est en pleine croissance et elle a besoin de nous pour se reconstruire. N'ayons pas peur. On est chez nous et il n'y a jamais mieux que chez soi. 5, 08 minutos este. My baby.